personnes qui présentent, il ne faut pas oublier ça. L'idée principale du groupe, c'était que la personne qui présentait son cas choisissait son cas le plus difficile. Et il y a plus ou moins 10 ans, on a compris, après un certain temps, que chaque cas, c'était un cas de trouble de personnalité narcissique. Donc, on s'est dit, on est plus ou moins à l'aise avec nos patients limites, mais on est moins à l'aise avec nos patients avec un trouble narcissique. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans une réflexion sur le trouble de personnalité narcissique, et je vais en parler aujourd'hui. Cette diapositive vous montre l'équipe. Je ne peux pas nommer toutes les personnes, mais j'insiste sur le fait qu'on travaille comme équipe et tout le monde participe. Et vous verrez dans l'équipe basée à New York, on a 2 noms qui ne sont pas des New-Yorkais ou des New-Yorkaises en ce cas, Karen Insink et Lino Normandin. Dès presque le début de notre travail ensemble, on a inclus nos collègues de Québec, de l'Université Laval, qui ajoutent beaucoup sur notre compréhension de comment comprendre et aider nos patients, enfants et adolescents. Bon, il y a certaines références, je peux vous envoyer, ou quelqu'un peut vous envoyer, probablement Margot peut vous envoyer ces diapositives. Donc, je ne vais pas nommer toutes les citations ici, mais il y a un chapitre de Kernberg qui donne une très bonne description de ses idées initiales sur le trouble narcissique. C'est un chapitre dans ce livre de 84, Severe Personality Disorders. Après, dans un livre de 2004, il y a le livre a plusieurs chapitres sur le narcissisme. Paulina Kernberg, qui était la femme d'Otto Kernberg. On a perdu Pauline il y a un certain nombre d'années puisqu'elle n'est plus avec nous, mais c'était une spécialiste sur les troubles de personnalité chez les enfants. Et quelle était l'année, puisque pour moi c'est caché ici. En 1949, elle a publié cet article sur le trouble de personnalité narcissique chez l'enfant. C'est très intéressant comme article. Et c'était avant son temps, si on peut le dire comme ça, puisque c'était l'époque où on disait officiellement qu'on ne pouvait pas diagnostiquer les troubles de personnalité dans les enfants. Après cela, il y a certains chapitres, Diana Diamond, moi, Ken Levy, Barry Stern, Otto Kernberg. On a écrit, Yves Gallagher, on a écrit ces 2 chapitres qui viennent en premier dans cette diapositive et un article dans l'American Journal of Psychiatry qui est après. Mais j'hésite un moment sur cette diapositive, puisque ça, c'est un livre qui est paru il y a un mois. Donc, ça, c'est un peu l'aboutissement de notre réflexion sur le trouble de personnalité narcissique. Treating Pathological Narcissism with Transference-Focused Psychotherapy. Et ce que je vais vous présenter maintenant est un raccourci, très raccourci, de ce qu'on décrit dans ce livre. Bon, je dois... Alors, qu'est-ce que... Oui, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais quand on présente, il y a quelque chose qui cache les titres des diapositives. Qu'est-ce que le trouble de personnalité narcissique? Comme j'ai dit avant, c'est une tranche très spécifique de toutes les possibilités de pathologie narcissique. C'est un trouble de personnalité spécifique caractérisé par un développement d'une structure compensatoire, une structure psychique compensatoire qui est appelée, selon nous, le soi grandiose pathologique. Cette structure implique des représentations idéalisées de soi et parfois de l'autre. Et surtout, quand il s'agit de l'autre, la projection des représentations opposées, dévalorisées sur l'autre ou les autres. Donc, cette structure, le soi grandiose pathologique, ça exclut la capacité de s'engager dans des relations personnelles, interpersonnelles, à un niveau profond.
il y a un démantèlement des relations aux autres parce qu'il y a une dévalorisation chronique des autres. Les autres servent à porter tout le négatif pour la personne qui est narcissique et ou à engager les personnes servent à engager comme source d'admiration pour la personne narcissique. Donc, ça, c'est un peu une description en premier. Dans cette diapositive, on voit que le trouble de personnalité narcissique est caractérisé par le déni de la dépendance et le refuge dans l'omnipotence, la grandiosité. Cette caractéristique de la personne peut conduire à un isolement croissant du monde réel. On va discuter certains cas cliniques. Avec cela, il y a une intense envie. L'envie de l'autre est très intense. Souvent, c'est inconscient, mais c'est là et ça se ressent. Avec cela, il y a le désir d'être admiré qui existe au lieu de le désir d'être aimé, puisqu'il n'y a pas de modèle interne de l'amour, d'être aimé. Ça manque dans le psychisme, dans le monde interne du narcissique. Avec cela, le narcissique a une peur d'humiliation, puisque ce qu'il projette sur l'autre, au fond, il ressent en soi-même quelque chose de très négatif. Plutôt que négatif, c'est le vide, c'est le néant. Bon, on va discuter ça après. Et pour terminer avec cette description des caractéristiques, il y a, surtout dans les cas les plus sévères, l'exploitation des autres, puisque dans les cas sévères du narcissisme, il y a des traits antisociaux qu'on peut discuter un peu. Bon, maintenant, je vais entrer dans un résumé de la théorie des relations d'objets. Cette théorie, comment peut-elle nous aider à comprendre et à traiter le trouble de personnalité narcissique? Bon, je vais vous donner un résumé de cette théorie. Cette théorie offre une conceptualisation du TPN qui relie les traits superficiels en les associant à une configuration spécifique de représentation de soi et des autres dans l'esprit ou dans le psychisme de la personne. J'ai déjà nommé le soi grandiose pathologique. Cette structure, cette représentation interne de soi cache la structure psychologique clivée et fragmentée et l'identité diffuse qui sous-tend les symptômes de troubles de personnalité organisés à un niveau borderline. Je vais expliquer cela dans une minute. Ce modèle, cette théorie, nous aide à comprendre et à être en empathie avec l'expérience subjective de l'individu qui présente un trouble de personnalité narcissique. C'est très important de pouvoir maintenir une empathie avec ces personnes puisque ce n'est pas facile. On est dans les séances de thérapie pendant des mois normalement, l'objet d'une projection de choses négatives. On est dévalorisé, on est critiqué, on est traité comme rien du tout. On va parler de ça après. Mais cette théorie et cette manière de comprendre le problème nous aide à maintenir cette empathie qui est nécessaire. Et pour finir avec ce que cette théorie peut nous offrir, le modèle, la théorie, mène directement à une approche thérapeutique. Bon, je vais commencer avec la discussion de ce concept très fondamental. Qu'est-ce que c'est the Object Relations Dyad, la relation d'objet en dyade? C'est une représentation interne dans le psychisme de la personne de soi-même, liée par un affect très intense, avec une représentation interne de l'autre. Le nom, le terme Object Relations Theory vient de l'idée que pour évaluer un peu, pour évoluer le concept de Freud, puisque Freud parlait de conflit entre les pulsions et entre les pulsions
et les prohibitions des pulsions, Melanie Klein a ajouté le concept qui ou quoi est l'objet de la pulsion. Donc, ça, c'est l'objet dans le titre théorie de relation d'objet. C'est la pulsion liée à son objet. Il y a des pulsions négatives, agressives, il y a des pulsions libidinales, amoureuses, sexuelles. Dans notre vocabulaire, libidinal n'est pas seulement les pulsions sexuelles, mais c'est tout ce qui porte la personne à entrer dans des relations chaleureuses, avec une affection, avec un genre d'attachement positif. Donc, ça, c'est un concept, ce que vous voyez devant vous, très important. La diade, la représentation de soi, de l'autre et l'affect qui les connecte. On met affect ici plutôt que pulsion pour des raisons théoriques que je ne peux pas vous expliquer avec le peu de temps que j'ai avec vous. Mais l'idée, c'est que dans les premiers mois de la naissance jusqu'à 18 mois ou peut-être 2 ans, il y a une organisation psychique qui sépare les expériences positives des expériences négatives. Ça, c'est l'organisation schizoparanoïde ou clivée. C'est schizoïde puisque c'est partagé, c'est divisé en deux, c'est clivé. Pourquoi c'est paranoïde? Bon, je vais vous expliquer cela. Mais avant, qu'est-ce que ça veut dire un psychisme clivé? L'idée, c'est que dans le développement de l'enfant, avant l'arrivée du concept, de l'expérience, de la constancy of the object constancy, la permanence de l'objet, ouais. Chaque expérience est unique et n'est pas liée avec les autres expériences de la vie. Donc, le moment où l'enfant a un besoin et le soignant est accessible, le soignant offre ce dont l'enfant a besoin, on est dans le monde du ciel. Tout est beau, tout est parfait, tout est idéal. Dès qu'il y a une frustration, le soignant n'est pas disponible, on ne comprend pas, puisqu'on n'est pas là encore comme enfant, que la personne peut arriver dans quelques moments, mais on souffre. Sans une réponse immédiate, il y a la souffrance. Donc, dans ce psychisme, dans ce monde interne précoce, il y a des expériences de soi et de l'autre idéales et affreuses. On est ou dans le ciel ou dans l'enfer. Les représentations de soi et des autres sont superficielles, discontinues et déformées. C'est tout bon, tout mauvais. Bon, avec le temps et avec le développement, on arrive, avec un peu de chance, à l'organisation normale intégrée, la conscience de la complexité nuancée. C'est-à-dire qu'au lieu de ces représentations très minces et très exactes, sans nuance et sans richesse, sans profondeur, sans nuance, on arrive à une expérience de soi qui inclut toute sa vie affective. Ce qu'il y a de libidinal, comme j'ai dit, les sentiments affectueux et d'amour et tout ça, et tout ce qu'il y a d'agressif, tout ce qu'il y a de haineux, si on veut. Ce sont des affects qui existent chez, dans mon opinion, tout individu. Quand on va aborder la question de ce qui est différent entre ce modèle et le modèle de la mentalisation, dans mes discussions avec Fonagy et Bateman, peut-être la différence la plus importante, c'est la manière de comprendre l'agressivité chez la personne. Il paraît, c'est ce que j'ai compris, que l'agressivité dans le modèle de mentalisation est une réaction, c'est une colère contre un objet abuseur. Donc ça, c'est le résultat d'un trauma. Tandis que chez nous, c'est un élément universel de l'être humain. Et il faut savoir comment le gérer, comment l'intégrer dans tout le reste qui en est. Donc, l'identité
normal confère un sens de soi et des autres qui est stable, continu, profond, réaliste, et ça introduit la capacité pour l'intimité et l'empathie. Donc, on est en contact avec toute l'étendue de ces états émotionnels et du fait que les autres ont eux aussi toute une rangée d'états émotionnels. Et donc, on passe d'une simplicité qui ne représente pas la richesse de l'existence humaine à une complexité. Le problème, c'est qu'avec les personnes avec des troubles de personnalité sévères, on ne fait pas ce passage. Mais je vais compliquer l'affaire, puisque ce n'est pas seulement un développement qui se fait une fois pour toutes, mais ces deux organisations de psychisme qui peuvent se mettre en mouvement. C'est-à-dire, nous, je suppose que la plupart de nous, peut-être tout le monde qui est ici, a l'organisation intégrée. Le problème, c'est peut-être pas un problème, c'est peut-être un avantage, c'est que sous des conditions de stress, on est capable de regresser à l'organisation clivée. Je vais en parler. Et pour moi, ça élargit notre capacité d'entrer en empathie avec nos patients. Bon, mais pour continuer, le but général de la psychothérapie focalisée sur le transfert, c'est de passer d'une organisation clivée à une organisation intégrée. Ça s'applique pour les patients limites et ça s'applique aussi pour les patients narcissiques. On va passer de la position schizoparanoïde à la position dépressive. Je ne l'avais pas nommé jusqu'ici, mais cette organisation tellement souhaitable, l'organisation intégrée, c'est presque ironique. Mélanie Klein l'a appelée la position dépressive et il faut comprendre pourquoi c'est le cas. C'est le cas puisque si on regarde l'organisation clivée, notre première réaction, c'est terrible, c'est affreux, ça ne nous met pas dans un contact très correct, très approprié avec le monde autour de nous. C'est trop simpliste. Mais il y a des avantages à cette organisation clivée. En premier, c'est que quand on maintient cette organisation clivée, qu'est-ce qu'on n'a pas dans l'organisation intégrée? On a l'objet idéal et la possibilité du soi idéal. Dès que vous entrez dans l'intégration, l'idéal n'existe plus chez les personnes. On peut le trouver dans les systèmes éthiques, dans les systèmes de spiritualité, dans l'art, etc., dans des choses plus abstraites, mais ça n'existe pas ni en moi, ni dans d'autres personnes. Et c'est parfois très difficile de faire le deuil de cette croyance dans l'objet idéal. Beaucoup de monde est à la recherche d'une personne idéale ou d'un état idéal en soi. C'est catastrophique, ça crée des problèmes. L'autre avantage de cette organisation privée, c'est que l'agressivité est projetée et on trouve cela chez l'autre. On ne reconnaît pas cela en soi-même. Donc, l'évolution à l'organisation intégrée nécessite la reconnaissance de son propre agressivité, ce qui crée chez la personne un remords, une culpabilité. Et donc ça, c'est une phase difficile, pénible, mais qu'il faut traverser pour arriver à un système organisé et intégré. Donc, dans cette diapositive, vous voyez la deuxième phrase, l'intégration de deux systèmes affectifs, de ces deux systèmes affectifs extrêmes, permet l'ambivalence et la capacité à apprécier la complexité et la richesse du soi et des autres. Ça, c'est un grand avantage. Jusqu'à ce moment-là, quand les personnes existent
dans l'organisation clivée. Notre idée, c'est qu'ils ne sont pas en contact avec les autres dans le monde. Ils sont en contact avec des représentations internes. Et ces représentations internes qui ne correspondent vraiment pas à la réalité font interférence et empêchent un contact vrai et en profondeur avec l'autre. Mais il y a un problème. Cette intégration est très difficile lorsque les affects sont très intenses et surtout quand les affects sont chargés d'agressivité. Je vais parler du rôle de l'agressivité chez la personne avec le trouble narcissique. Le problème, c'est que cette personne qui n'a pas encore son surmoi harmonieux et organisé, ça vient avec une organisation de personnalité intégrée. La personne a des éléments précoces du surmoi qui sont des éléments très puniteurs. Vous ne devez pas faire cela. Vous êtes méchante si vous faites cela. Vous allez être puni si vous faites cela. Donc, ce qui existe chez la personne, c'est des voies, des éléments très persécutoires. Et dans notre théorie, c'est le manque d'intégration de ces éléments-là qui résulte dans les sentiments de vide qui existent au cœur du narcissique, puisque le narcissisme, c'est pour protéger contre un vide intérieur. Bon, en général, j'aime mentionner l'impact politique de ce système. C'est peut-être pas exactement notre sujet, mais c'est tellement important dans le monde actuel. Le fascisme est basé sur l'organisation clivée. Tout le mal existe chez l'autre, nous sommes tout bons. Dans mon pays, dès que Donald Trump a commencé à parler des Mexicains comme notre problème, sans ces sales Mexicains, on serait bien, on serait great encore. C'est affreux. Mais chaque système fasciste est basé sur l'externalisation du mauvais objet, de l'agressivité, sur un groupe autre et l'idéalisation de son propre groupe. Et le problème, c'est la séduction de ce système. Donc, chaque société qui se dirige vers le fascisme, c'est une société avec un trouble de personnalité. Mais pour apprécier, comment dire, la séduction de cela, qu'est-ce qui nous donne plaisir? Les films avec le plus grand succès sont les films où c'est évident, il y a les bons et les méchants. Si on va dans un match de football, vous savez qui sont les bons, c'est votre équipe qui sont les bons, et l'autre équipe, c'est les méchants, c'est les mauvais. Donc, tout le monde, à mon avis, apprécie et prend plaisir dans la simplicité du monde clivé. On se plaît à régresser à cette simplicité, mais le défi, c'est d'en sortir à la fin du film ou à la fin du match de football. Bon, je reste, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur l'impact de ces concepts sur la société. Mais revenons aux troubles de personnalité. Donc, maintenant, je vais faire un contraste entre ce qui est la structure du patient limite et ce qui est la structure du patient narcissique. Les deux ont cette même structure que vous voyez devant vous maintenant à la base. C'est la structure de ce qu'on appelle l'identité, la diffusion d'identité. Il n'y a pas une identité construite, compréhensive, qui inclut tous les éléments de la personne. Il y a des dyades très concrètes n'est pas exactement le bon mot, mais très étroites, très simples, qui ne se connectent pas les uns les autres. Et il y a un événement déclencheur qui provoque l'activation d'une dyade. Toutes ces dyades que vous voyez devant vous, existent chez la personne dans son psychisme. Par exemple, la première dyade, c'est la dyade la plus classique des personnes limites. Le soi, c'est le victime, l'autre, c'est le persécuteur, l'affect, c'est la peur, l'anxiété. Mais en même temps,
il existe la dyade idéale, l'enfant aimé, le parent ou le soignant idéal, l'amour, l'affection. Et il peut en avoir d'autres. Une autre dyade possible, c'est en ce cas-ci, le soi, c'est un personnage puissant et contrôlant. L'autre, c'est l'esclave du sujet, du soi. Donc, il y a toutes ces dyades, mais qui ne se connectent pas. Et l'événement déclencheur active une dyade. Je vous donne un exemple clinique. Je suis au milieu d'une séance avec une patiente. Ça a l'air d'aller bien. On a l'air de travailler bien ensemble. Je jette un coup d'œil à la montre pour savoir quand il faut finir l'heure. Ça, c'est l'événement déclencheur. La patiente voit ça et dit, mais vous avez regardé la montre? Et j'ai dit oui. Ah, si c'est tellement désagréable d'être ici avec moi, il suffit de le dire. Je peux m'en aller. Je ne reviendrai pas. Donc, le petit événement déclencheur active une dyade qui est beaucoup plus exagérée que ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui se fait et ça nous donne la matière brute pour travailler avec le patient, puisqu'on peut entrer dans une réflexion sur mais comment est-ce qu'on peut comprendre que il y a quelques minutes, on était bien ensemble, maintenant, vous avez l'idée que je vous haïs et que vous paraissez peut-être me haïr vous-même de toute manière. Ça nous donne la possibilité de travailler la fragmentation du monde interne. Qu'est-ce qui est avant de passer à la structure narcissique, il faut mentionner deux manières dans lesquelles les dyades peuvent fonctionner. En premier, il y a le renversement de rôle. Ce qui existe dans le premier moment, c'est la dyade classique, le victime, le persécuteur. Mais il arrive qu'il y ait des échanges de rôles. Mais comme cette diapositive vous dit, l'oscillation, le renversement de rôle a lieu dans le comportement et non pas dans le vécu conscient du patient. Donc, dans l'exemple que je viens de vous citer, la personne commence à se fâcher avec moi, commence à me lancer des critiques, des insultes. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de pratiquer la psychothérapie. Si vous haïssez vos patients tant que ça, vous devrez abandonner votre traitement. En ce moment-là, on a un échange de rôle. La personne est très agressive avec moi, mais avec l'expérience consciente d'être la victime de mon agressivité qui est une projection. On peut travailler avec ça. Et pour terminer avec les possibilités diverses, il y a le clivage central. Il y a des moments où l'affect dans les séances est très agressif, plein d'anxiété, de peur, d'agressivité, peut-être de haine, mais il y a aussi des moments où on s'entend, où on a l'impression de s'entendre très bien, d'être vraiment ensemble. Et il y a des moments où on passe d'un état à l'autre et on peut faire beaucoup, on peut avancer beaucoup la thérapie en réfléchissant sur ces changements d'état. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le concept d'organisation borderline, organisation de personnalité borderline, qui a trois caractéristiques principales. Une diffusion d'identité, le manque de conception intégrée de soi, le manque de conception intégrée de l'autre, mais le narcissique peut présenter un faux semblant d'intégration. On va parler de ça. Donc, ça, c'est le premier caractéristique ou la première de l'organisation limite de la personnalité. En second lieu, il y a une prédominance de défense primitive organisée autour du clivage. Mais la troisième caractéristique principale, c'est une épreuve de réalité variable. Je vais vous citer un exemple. Ici, c'est l'impact de ces représentations internes qui
ne correspondent pas à la réalité objective. L'exemple qui m'a convaincu de la valeur de cette méthode, j'ai été avec un monsieur qui avait un double diagnostic de personnalité limite et de personnalité narcissique. Il était très fâché avec moi la plupart du temps. Il était très critique de moi. Je ne pouvais rien dire qui soit correct. Et dans une séance, il m'a raconté une histoire très triste de son enfance et ça a provoqué des larmes de mes yeux. J'avais pas l'intention d'avoir des larmes de mes yeux, mais ça s'est passé comme ça. Donc, il a dit, vous avez des larmes aux yeux? J'ai dit oui. Quoi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il m'a regardé comme ça, m'étudiant comme ça, et il a dit, ah, vous vous moquez de moi. Pour moi, c'était un exemple de cette épreuve de réalité variable. Il n'était pas hors contact avec la réalité, mais l'impact de ces représentations internes faisait interférence avec une appréciation exacte de ce qui était dans le monde autour de lui. Donc, il n'avait pas de représentation interne d'une autre personne qui pouvait lui donner une sympathie, une empathie. Et donc, il a projeté sur moi cette représentation très différente de la réalité. Bon, je vais passer sur cela, on n'a pas le temps, mais pour les personnes qui veulent étudier cela après, quand on aura plus de temps. Ici, c'est le plan des troubles de personnalité divers selon Kernberg. Mais toute cette partie au milieu, c'est des manifestations diverses de cette organisation limite de la personnalité, qui a la diffusion d'identité, les défenses primitives et l'épreuve de réalité variable. Bon, passons maintenant aux troubles de personnalité narcissique. Comme j'ai dit avant, le TPN a beaucoup d'éléments en commun avec d'autres troubles de personnalité à niveau borderline. Cependant, le trouble de personnalité narcissique ne se présente pas comme l'organisation de personnalité limite typique. En quoi c'est différent? L'image de soi apparaît stable et l'individu peut être orienté vers un but dans la vie, mais c'est en fonction d'un soi grandiose pathologique qui n'est pas très bien fondé dans la réalité. Je vais vous donner deux exemples. Une jeune femme de, je crois, 26 ans est venue. Elle n'avait aucun intérêt à faire une thérapie. Elle n'avait pas envie. C'était son père qui était très préoccupé pour elle. Donc, elle arrive, elle est très blasée, elle est indifférente. Quel était l'état de sa vie? Elle avait terminé ses études universitaires à l'âge de 22 ans et depuis 4 ans, elle ne faisait strictement rien dans la vie. Son père lui payait toutes ses dépenses et tout ça. Donc lui, il était très préoccupé. Elle était très à l'aise. Donc, dans l'entretien d'évaluation, avec beaucoup de discrétion, je lui ai posé la question suivante. Vous savez, madame, la plupart des personnes dans la vie, à un moment ou à un autre moment, choisissent un métier, un domaine de travail ou investir ses énergies, son effort de créer une vie pour soi. Est-ce que vous avez des idées de cet ordre? Et elle réagit comme si j'étais un idiot. Oh, mais bien sûr, j'ai pensé à ça. Quand c'est le moment pour moi de travailler, je vais déménager à Hollywood et je vais devenir chef d'un studio de film, un grand studio de film. Donc ça, c'était le soi grandiose pathologique. Ça n'avait aucune fondation, aucune base dans la réalité, mais c'était une idée de qui elle était, qui la protégeait du catastrophe, du néant intérieur. Donc ça, c'est un exemple. Donc, je vais essayer de vous communiquer le mieux possible l'importance de cette structure. Cette structure différencie le TPN
des autres troubles de la personnalité. Il donne au TPN un faux semblant d'une intégration d'identité, mais en contraste avec l'identité normale, c'est une structure défensive. C'est une structure de soi compensatoire qui recouvre le soi clivé, c'est-à-dire que en dessous de cette faux semblant d'intégration, il y a toute la confusion, toute la fragmentation, tout le désordre des autres troubles de personnalité au niveau limite. Donc, cette structure fournit une certaine stabilité du fonctionnement du soi et permet à certains individus avec le TPN de bien fonctionner, mais cette structure est superficielle et déformée, elle est rigide et fragile, elle requiert un soutien extérieur constant et il est vulnérable à des discontinuités abruptes en réponse à des facteurs de stress environnementaux. Mais ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui dans ce discours, c'est l'impact sur le traitement, puisque cette structure est un défi dans la thérapie pour ces personnes-là. Donc, ici, en contraste avec ce qu'on voit avec la personne limite classique, qui est un désordre dans le monde interne, il y a toutes ces représentations diverses de soi et de l'autre qui se bousculent. Ce qu'on a chez le narcissique, c'est quelque chose de très solide. Le soi grandiose, ça prend toute la place. Tout ce qui est négatif est projeté sur l'autre. Donc, je vais résumer pour le temps. L'avant-dernier, il n'y a pas de relation d'objet réel. Seul le soi idéal est en relation avec le soi dévalorisé qui est projeté sur l'autre. Donc, il n'y a pas de contact immédiat avec l'autre. OK. Oui, j'ai fait le contraste. Donc, quel est l'impact? Quel est l'impact? Ici, le titre, c'est « Le soi grandiose, la réalité et le fonctionnement interpersonnel ». Le besoin de maintenir l'illusion que le soi inclut tout ce qui est idéal et qu'il ne contient aucun élément négatif mène à un retrait des vraies relations. Par exemple, cette jeune femme, elle ne pouvait pas entrer en relation avec d'autres personnes. Imaginez si cette personne prenait rendez-vous pour prendre un café avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas bien, mais qui pourrait devenir un ami. Et si elle dit à cette personne, « Ah, oui, éventuellement, si la personne lui pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie? Oh, je vais déménager à Hollywood et devenir chef d'un grand studio de film. » L'autre personne pouvait lui poser une question très appropriée. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous avez fait des études dans le cinéma? Est-ce que vous êtes allé dans une école ici à New York sur le cinéma? Donc, dès que l'autre personne commence à introduire des éléments de réalité, la personne avec le soi grandiose s'éloigne, puisqu'il ne peut pas tolérer l'impact de la réalité qui ne soutient pas sa grandiosité. Donc, ces personnes s'éloignent de vraies relations et, dans certains degrés variables, de la réalité même. Ils vivent dans un isolement personnel. Le contact avec le monde réel menace l'équilibre psychologique de la personne qui dépend de cette projection massive. Et peut-être la phrase la plus importante que je vais vous dire, c'est que pour le narcissique, la réalité est une agression. Le problème clinique, nous, le thérapeute, nous représentons la réalité. Si on ne représente pas la réalité, on entre dans une folie à deux. Donc, le seul fait de notre existence comme représentant de la réalité crée de nous une menace à la structure défensive et psychologique de la personne. Et c'est très dramatique puisque ce n'est pas seulement l'estime de soi, mais c'est le soi dans son ensemble qui est en jeu. Sans cette défense,
Sans cette structure défensive, il y a un risque d'annihilation de la personne psychologiquement. Bon, OK. Je vais essayer d'avancer un peu vers le traitement. Oui, je vais y sauter un peu. Le soi grandiose fournit des protections contre les angoisses, mais au prix de sacrifier des relations authentiques avec les autres et dans une certaine mesure avec la réalité. Quels sont... oh oui, maintenant j'entre un peu dans le travail clinique. Difficulté à engager ces patients. En premier, il y a le problème de la fragilité du système de défense. Deuxièmement, il y a un style d'attachement dismissive, détachant et méprisant. Ça, c'est différent des patients limites typiques qui ont un style d'attachement insécure, comme les narcissiques. Mais le sous-type de style d'attachement n'est pas dismissive, c'est préoccupé. Je vais en parler un peu après. Mais si la personne devant vous est préoccupée par la relation, ça vous donne beaucoup plus de matériel pour travailler que la personne qui se détache de vous. Et il y a des contre-transferts typiques qui mènent à des difficultés à maintenir une relation thérapeutique neutre et une empathie avec le patient. Donc, quelles sont les implications de cette structure pour le traitement psychodynamique? La thérapie devrait, premièrement, démanteler le soi grandiose, aider la personne à renoncer à son retrait défensif de la réalité et des relations. Ça, c'est un très grand pas et c'est un pas qui est pénible pour la personne. Ce qu'on veut, après avoir démantelé le soi grandiose, on met à jour la structure clivée et la fragmentation et tout le chaos qui existe en dessous de cette structure. C'est une prise de conscience très pénible. On essaie de promouvoir une intégration normale de l'identité en explorant l'anxiété associée au clivage. Mais il y a des difficultés. Le démantèlement du soi grandiose est un grand défi, puisque le soi grandiose défend contre une anxiété et fournit une expérience de soi structurée. Bon, j'ai déjà suffisamment expliqué cette diapositive. Avant d'avancer un peu plus dans le travail clinique, il faut reconnaître deux modes d'expression différents de la pathologie narcissique. Il y a ce que tout le monde connaît, le narcissique apparent, ouvert, et le narcissisme se manifeste dans les comportements, dans les attitudes, dans les expressions d'émotions. C'est la personne ouvertement grandiose. Mais en même temps, et c'est souvent les personnes qui viennent chercher un traitement chez nous, il y a le narcissisme caché. La personne peut paraître timide, correcte, mais en dessous de cela, dans ses cognitions, dans ses sentiments privés, il y a une grandiosité. Je suis la personne la plus correcte du monde. Je suis la seule personne qui suit les règles parfaitement. Donc, il y a une supériorité morale qui peut exister et qui peut avoir le même impact très, très négatif sur l'expérience de soi et des autres. Donc, j'entre dans un résumé du travail clinique avec le trouble de personnalité narcissique. En premier lieu, il faut apprécier pourquoi on travaille dans le transfert. Qu'est-ce que c'est le transfert? Ce n'est pas, comme certains disent, la répétition du passé dans le présent. C'est plus intéressant que ça. C'est l'activation des relations d'objets du monde interne de la personne dans la relation avec nous. Ces relations internalisées avec des personnes significatives ne sont pas des représentations littérales d'anciennes relations, mais ces représentations internes sont modifiées par des fantasies, des fantasmes internes, des défenses, des angoisses, des désirs internes. Les représentations internes sont larger than life, plus grands que du vrai, je ne sais pas comment le dire exactement. Donc, quand nous travaillons avec le transfert, nous travaillons avec des relations d'objets qui sont activées dans le moment présent. Et ceci crée une thérapie qui est proche au vécu,
proche du vécu, experience near, ce qui rend la possibilité de travailler simultanément avec les affects et la cognition. Ici, peut-être, c'est une différence légère avec la mentalisation, puisque je sais que nos collègues de mentalisation disent qu'il faut frapper quand l'affaire est froide. Et nous disons, il faut frapper quand l'affaire est warm, tiède, pas tout à fait chaude, mais pas, puisque si l'affaire est froide, on n'a pas l'affect avec ça. Bon, donc, le travail avec le transfert est très simple, mais ça va un peu contre nos sens logiques, notre sens logique. La personne qui m'a dit, quand il a vu mes larmes, vous vous moquez de moi, je ne suis pas entré dans une correction cognitive. Je n'ai pas dit, mais monsieur, croyez-moi, je ne me moque pas de vous, je ressens sympathie avec vous. On aide la personne à connaître sa représentation interne. Ah, vous avez l'expérience que je me moque de vous. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Et en décrivant, en parlant de sa projection sur moi, on va connaître mieux ce qui existe en lui. Mais il faut la décrire en moi, dans sa projection, avant de le ramener à lui. Puisque ici, cette troisième représentation d'objet est en train de se ramener à sa source, qui est l'individu lui-même. Donc, ça va un peu contre notre réaction brute, qui est de corriger un distorsionnement. On ne corrige pas le distorsionnement, on entre dedans pour connaître mieux cela. Quels sont les problèmes quand on commence à travailler avec les personnes narcissiques? En premier lieu, souvent, on ne fait pas un bon travail diagnostique. Il y a plein de personnes avec des troubles de personnalité narcissique qui ont une présentation de dépression, de troubles de personnalité obsessionnelle compulsive, peut-être hypochondriaque, etc. Mais là, je passe puisqu'on n'a pas le temps. Quels sont les défis pour les thérapeutes? En premier, une longue étape de prédominance du soi grandiose pathologique. L'autre personne nous dévalue, il faut accepter cela. Il y a ce style d'attachement dismissive, il faut vivre avec ça. Et il y a souvent ou l'indifférence ou la haine dans le contre-transfert. Bon, j'ai déjà parlé un peu des styles d'attachement. L'état détaché qui caractérise les narcissiques, c'est très difficile à, comment dire, get a handle, je ne sais pas comment, de trouver quelque chose sur lequel on peut prendre contact, puisque la personne nous traite comme des personnes sans signifiance. On n'a aucune signifiance pour lui. Donc, on est l'objet de l'évaluation, tout ça. Bon, ça, c'est... ici, c'est une... Je vois qu'on on est presque arrivé à l'heure. Et donc, je saute certaines diapositives qui parlent des détails du travail qui sont plus avancés et on n'a pas besoin de ça. Il y a des défis en établissant le contrat, le cadre de la thérapie. Là encore, je peux noter, on insiste plus sur le contrat, le cadre avec le TFP que dans le mentalisation MBT. Bon, mais je passe sur cela. Mais pour parler un peu plus de l'essentiel du travail thérapeutique, initialement, le soi grandiose fait de l'ombre à des dyades de relations d'objets plus spécifiques. Il y a un chaos en dessous, mais le soi grandiose protège la personne de contact avec le chaos. Donc, il y a peut-être une apparente absence de transfert. On nous traite comme si on n'a aucune signifiance. Il faut vivre cela. Et le pire, c'est, comme j'ai dit avant, la réalité est une agression à la personne. Donc, les interprétations qu'on pourrait faire peuvent être vécues comme une critique ou même comme des attaques. C'est pour ça qu'on n'entre pas immédiatement dans l'interprétation. On a une phrase, et je crois que ça se relie avec ce que vous faites. Avant de parler de pourquoi quelque chose est là, il faut décrire qu'est-ce qui est là.
Donc, les personnes qui se protègent de ces affects profonds doivent en premier commencer à pouvoir expérimenter, vivre ces affects, les connaître, les nommer, en parler. Donc ça, c'est la première phrase. Je vais vous donner deux petits exemples, puisqu'il y a des transferts typiques de personnes narcissiques. Et ici, je crois, avec quelques exemples cliniques, je peux commencer à conclure. Un transfert typique, c'est la personne qui doit le divertir avec son discours. Donc, j'avais un patient, un monsieur de 70 ans, très réussi dans sa vie, très réussi dans son métier, avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, sa maison de campagne. Il avait tout ce en principe, ce qu'on voudrait dans la vie. Mais il avait une dépression et des idées suicidaires depuis des années. Il avait fait une thérapie de 5 ans qui avait insisté sur un diagnostic de dépression. Bon, je fais l'évaluation. Mon impression, c'est un trouble de personnalité narcissique. On fait l'évaluation, on établit le contrat de traitement et on se lance dans la thérapie. Dans les 3 premières séances, il choisit de se servir de son temps avec moi pour me divertir avec des histoires très intéressantes de sa jeunesse. Donc, je suis là et on se pose toujours la question dans la TFP, qu'est-ce qu'il fait de moi? Quelle relation d'objet est-ce qu'il est en train de créer avec moi? Et je me suis dit, mais c'est intéressant. Si je n'avais pas fait l'évaluation avec lui, j'aurais aucune idée qu'il avait des états dépressifs. J'aurais aucune idée qu'il avait des idées suicidaires. Il est en train de me divertir. Donc, mon intervention, c'est intéressant, monsieur. Je sais que vous faites ce que je vous avais conseillé, de me dire tout ce qui vous passe par l'esprit, mais c'est toujours intéressant de réfléchir sur ce qui se passe par l'esprit d'une personne. Et est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord que dans les 3 séances qu'on a faites jusqu'ici, votre manière de vous servir du temps, c'était de me divertir avec ces histoires? Il a dit: «Oui, oui, est-ce qu'il y a un problème avec ça?» J'ai dit: «Il n'y a pas de problème avec ça, mais le curieux, c'est que j'aurais aucune idée que vous avez des problèmes et je me pose la question, pourquoi c'est votre choix de comment vous servir de ces heures avec moi?» Et on est arrivé à une dyade. La dyade prédominante chez lui, c'était qu'il devait gagner l'attention, l'intérêt et au fond l'amour de l'autre. Il ne pouvait pas supposer que ça existait. Il n'y avait aucune représentation dans sa tête de la personne qui l'aimait librement. C'était toujours un travail pour lui de faire avec l'autre ce qu'il faisait avec moi. Et quand il avait compris cela, c'était le commencement d'un changement de monde interne où il pouvait mettre en question cette idée de lui-même et de l'autre et se poser la question, quel était l'empêchement d'imaginer une personne qui pouvait s'intéresser à lui et l'aimer sans son travail, sans son investissement d'effort dans l'affaire. Bon, je vais nommer les 2 contre-transferts les plus typiques. Un, c'est le contre-transfert désengagé. Quand vous êtes là, séance après séance, l'objet de la dévaluation, on a une tendance à se détacher de la personne. Ça, c'est une catastrophe, c'est l'abandon du patient. Il faut l'éviter. L'autre possibilité, c'est de répondre à l'attaque que vous subissez avec un contre-attaque. Ça, c'est le désastre aussi. Il faut absorber tout ce qui se passe. Donc, le problème avec le narcissique, c'est que, comme je vous ai montré avant, avec la personne limite, il y a des échanges de rôles très fréquents, on peut les observer, on peut réfléchir sur cela. Mais avec la personne narcissique,
la représentation de soi grandiose est tellement forte et la représentation de l'autre comme dévalorisé est tellement forte, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on est figé dans ce système. Il faut attendre des moments où on peut entrer dans des ouvertures dans ce système. Bon. Je saute puisque je vois l'heure qu'il est. Et ce qu'on fait, c'est la dernière diapositive maintenant, c'est de commencer avec des interprétations centrées sur le thérapeute. Et on ne peut pas dire à la personne, mais il y a ceci et cela en vous que vous ne voyez pas. C'est impossible. Il y a trop de défense. Dire, ah, vous me voyez comme quelqu'un qui me moque de vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en réfléchissant à cela? Et on commence à connaître l'objet marqueur, l'objet agressif qui existe chez la personne, mais qu'il voit seulement chez les autres. Donc ça, c'est un peu le travail initial. Réfléchir sur les projections et, et éviter de connecter les projections avec le monde interne du patient dans les premières phases. Donc, ici, je résume un peu l'évolution du travail. En analysant le soi grandiose, des représentations du soi et d'objets plus spécifiques apparaissent. Au lieu de cette, comment dire, cette immense, inerte, soi grandiose, on se met en contact avec une confusion, un désordre, des anxiétés. Le contre-transfert devient de plus en plus complexe et chaotique et surtout un éventail de manifestations du transfert se développe. Le patient se présente comme plus relié à la dépendance et ont envie de relations d'amour, ce contre quoi il se défendait systématiquement avant. Et avec cela, il y a une culpabilité quant aux conséquences de l'agressivité et de la grandiosité qu'il n'avait pas mise en question avant. Donc, dans cette phase-là de la thérapie, des états dépressifs émergent et c'est très pénible pour la personne. Et on doit, en ce moment-là, offrir à la personne un soutien qui n'est pas tellement typique de notre travail. Réassurer la personne que oui, je comprends que c'est très pénible maintenant, mais ça, c'est une phase de la thérapie. Et si on tient le coup ici, on peut dépasser cela et trouver quelque chose de beaucoup mieux à la fin. Donc, l'effondrement du soi grandiose est défendu avec la force du désespoir, même avec violence. Ce sont les choix de toute une vie qui sont en jeu. Et l'effondrement d'un pareil édifice peut paraître comme la fin du monde. C'est vraiment très dramatique quand on commence à défaire, démanteler cette structure grandiose et entrer en contact avec tout le chaos qui est en dessous. 2 ou 3 dernières diapositives. La dissolution du soi grandiose mène à de la détresse et un chaos apparent qui peuvent faire paraître les patients moins bien avant qu'ils aillent mieux. OK. À la fin, des transferts dépressifs apparaissent avec la prise de conscience des aspects négatifs du soi, le deuil des dégâts faits à soi et aux autres, le deuil des opportunités manquées. C'est très dramatique. Mais quand la thérapie progresse, le patient fait progressivement l'expérience du conflit entre le refuge dans le soi grandiose, qui est son état typique, et l'autre option, qui est une certaine prise de conscience que la recherche de l'idéal a éclipsé les besoins personnels, les besoins d'un contact authentique avec l'autre, les besoins d'une dépendance saine avec l'autre. Et on commence à voir ce qui était caché par la grandiosité, ces besoins humains qui étaient niés. Le thérapeute devient souvent le représentant de cette réalité, la réalité des besoins humains normaux. Le thérapeute devient alors le lien qui permet l'accès à une alternative à l'isolement grandiose
délicieux, qui était quelque chose dans lequel le patient paraissait se plaire, mais qui était la structure qui privait la personne d'une vie pleine et d'un contact en profondeur avec l'autre. Donc, la clé de toute l'affaire, c'est que le thérapeute doit alors pouvoir éprouver dès le début et tout le temps une empathie envers la souffrance et le sentiment d'humiliation mobilisé par ce processus. Même avec les personnes les plus arrogantes, les plus difficiles, les plus agressives, il faut maintenir cette empathie avec ce qui est au centre, qui est un sentiment de faiblesse, de néant et de manque de valeur. Voilà. J'espère que j'ai laissé assez de temps pour la discussion. Eh bien, merci beaucoup, Franck. Votre présentation était d'une clarté. Alors, et c'est très paradoxal, mon sentiment, parce que c'était d'une clarté, ça n'a jamais été aussi clair pour moi, et pourtant, il y avait une densité euh, extrêmement importante dans ce que vous avez évoqué. Et du coup, pour lancer un peu la discussion, j'aimerais peut-être essayer de mettre en narrative ce que j'ai pu intégrer, et peut-être aussi les aspects qui ont été plus difficiles, sans doute liés à la mentalisation. Mais d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup touché, au-delà du challenge clinique qu'on peut peut-être tous identifier à maintenir une empathie, comme vous avez aussi souligné, en terminant, à maintenir une empathie avec ses patients. Ce qui m'a beaucoup touché, je dirais, c'est l'absence de modèle interne d'être aimé. Alors ça semble simple, et pourtant c'est d'une puissance et d'une profondeur qui me semble assez presque vertigineuse. Ensuite, je crois que ce qui me semblait comme ça tellement bien illustré clairement et simplement, même si ce n'est pas simple, c'est voilà, l'aspect des représentations clivées. Et puis, ensuite, on arrive sur un élément de l'agressivité où là, il semble y avoir une forme de différence de perspective entre l'agressivité qui, des fois on dit, est perçue en mentalisation comme simplement une réaction, versus un élément universel. Alors, déjà, sans entrer dans le débat, alors moi je suis trop latin pour croire que l'agressivité est seulement une réaction. Donc voilà, je fais une confession ici ce soir. Je crois aussi que c'est universel. C'était pas Jean-Jacques Rousseau de Genève qui avait pris position que l'agressivité n'était pas dans la nature humaine? Oui. Alors, mais la cité genevoise est très tolérante et accueillante. Donc, j'ai eu récemment ma citoyenneté, donc je les remercie. Mais en fait, ça pose quand même une question clinique qui est, en fait, comment on différencie cliniquement une problématique chez un patient complexe avec trouble de la personnalité, une problématique d'agression en réaction versus une problématique d'agression qui serait plus de cet élément universel. Et ça, je crois qu'il y a un véritable challenge clinique là-dedans, d'autant plus parce que là, si on rentre vraiment dans les détails comment dire, du processus de la construction identitaire ou de la personnalité, vous avez relevé que, et ça je trouvais ça très intéressant, que les éléments précoces punitifs, surmoïques, sont en fait la source du sentiment de vide. Et là, il y a peut-être, comment dire, une différence de perspective, puisque
en tout cas, je crois, du moins de ma perspective, qui est informée par la théorie de l'attachement et aussi la Object Relation Theory type Winnicott et Fonagy, c'est l'incongruence du mirroring parental sur l'enfant, autrement dit la création d'une forme de faux self, qui crée en fait une distorsion et ce vide identitaire, puisque chez l'enfant, ça devient une question de survie psychique que de se conformer à l'idéal et éventuellement aux images polarisées qui sont présentées par le parent qui utilise son enfant comme un objet narcissique. Donc, du coup, on peut imaginer que l'agressivité ici, je ne sais pas ici si elle serait réactive ou universelle, mais est en fait le dernier rempart de l'agentivité de l'individu pour aller chercher une forme de connexion, une forme de sentiment d'être. Et donc là, du coup, c'est là où on parle chez nous d'alien self ou de représentation aliénante du self. Et donc, du coup, voilà, je vais être très intéressé à vous entendre sur ce thème. Ensuite, on a parlé vous avez, je trouve, très bien illustré comment finalement une thérapie basée sur le transfert est en fait le lieu où il peut-être y avoir un contact, dans le sens où il peut-être y avoir une adhérence. Autrement dit, lorsqu'on touche le tarmac, lorsqu'on get a hold of the object, or get a hold of something, d'avoir au fond une poigne sur quelque chose, on dit souvent, quand il n'y a rien d'autre, il y a toujours l'ici et le maintenant. Et donc, du coup, à quelque part, ce sont peut-être aussi des individus qui nous poussent à travailler avec ça parce que le reste est trop sensible, est trop dans la réalité ou stimule trop leur projection de la réalité comme étant quelque chose qui est absolument insupportable. Alors là, c'est vrai que je serais plutôt en désaccord de dire qu'en mentalisation, on bat le fer quand il est froid. On est tout à fait d'accord que c'est lukewarm, c'est-à-dire tiède, à savoir que toute une théorie autour de l'arousal dans l'ici et maintenant et de comment essayer de saisir quelque chose qui est tiède, pas trop chaud ni trop froid, pour travailler, parce que sinon, il n'y a aucune malléabilité. Et ça, je crois qu'on est parfaitement en phase là-dessus, en tout cas dans ces approches-là. Et puis, un autre point qui m'intéresse, c'est l'ordre chronologique que vous exposez dans la TFP, à savoir le démantèlement de soi grandiose, faire jour sur le clivage pour ensuite faire un travail d'intégration. De ma mince expérience avec des patients avec troubles de la personnalité, et c'est sans doute juste moi, mais je ne vois pas qu'ils abandonnent complètement leur soi grandiose, même quand ils vont mieux. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, on dirait, structurel, ou je ne sais pas comment vous l'appelleriez, je n'ai pas l'impression, et peut-être que, encore une fois, c'est mon expérience, mais je n'ai pas l'impression, comment dire, je crois qu'il y a un challenge motivationnel fondamental, à savoir, mais pourquoi, en fait, est-ce que j'abandonnerais cette toute-puissance si ce qui vient droit derrière, c'est un risque à l'effondrement? Alors, bien sûr, il y a la relation de transfert qui s'établit, il doit y avoir effectivement une confiance et une alliance thérapeutique assez puissante pour pouvoir passer au travers de ces effondrements et de ces phases extrêmement difficiles où non seulement, je crois, le patient a besoin de soutien, mais il a besoin d'un mirroring qui, à ce moment-là, ne soit pas empiétant
non congruent, polarisant, qui répéterait finalement son histoire développementale. Et ça me semble assez important. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez finalement illustré au travers de cette séquence 1, 2, 3, démanteler, faire jour et intégrer, dans le transfert, c'est effectivement un scaffolding, un étayage pour nous de la capacité à mentaliser. Puisque, autrement dit, c'est entre guillemets, un guide très intéressant pour le clinicien qui arrive absolument pas avec, on va dire, une approche même traditionnelle en TBM à engager un processus mentalisant et qu'il doit en fait, à un moment donné, s'engager dans l'IC maintenant du transfert, enfin de la relation transfert ou contre-transférentielle, pour en fait simplement avoir le sujet dans une forme d'activation où il peut y avoir un contact à deux. Et il peut y avoir éventuellement un échange. Donc, c'est ça qui m'a énormément parlé. Je reste quand même avec la question, à quel point on peut aider quelqu'un qui a une absence de modèle interne d'être aimé. Ça me semble tout à fait intéressant. Donc, j'aimerais vous entendre. Vous avez proposé beaucoup de thèmes très intéressants. Donc, je vais commencer avec le dernier, puisqu'en fait, c'est peut-être ironique, puisque dans le monde des modèles de psychothérapie, je crois que le TFP est connu comme quelque chose de très analytique et de moins personnel. Et c'est parce que on évite ce qu'on appelle des interventions de soutien direct, l'encouragement, offrir des opinions, etc. Mais cette idée, et je suis d'accord avec toi, si je peux me permettre, c'est très curieux d'imaginer, d'essayer d'entrer en contact avec un mind, un esprit qui n'a pas cette image de l'autre aimant, l'autre qui peut aimer. Donc, je vais changer la lumière, j'ai un peu l'impression d'être en prison avec des barres. Mais c'est ce qu'on trouve chez nos patients. Et j'étais hier dans une supervision où j'ai dit au thérapeute, je crois que pour vous, ou pour toi, c'est très difficile de vivre un contre-transfert qui est en contact avec l'horreur existentielle de la personne qui n'a pas cet élément interne, cette partie du monde intérieur de lui-même. Puisque, je ne sais pas si c'est trop simple de dire, c'est presque inimaginable pour la plupart d'entre nous. Mais pour revenir à ce qu'on peut faire avec cela, notre idée, c'est que si on évite d'agir les contre-transferts négatifs que j'ai mentionnés, on arrive à maintenir un engagement, un commitment, un intérêt authentique dans l'autre qu'il ressent et qui est différent de comment il a vécu des relations avant, puisque son système de projection repousse les autres. Ça crée des conflits avec l'autre. Ça n'invite pas l'autre dans la relation. Donc, c'est notre capacité de dépasser l'agir des réactions négatives et de maintenir cet intérêt et engagement authentique qui est internalisé, je crois. Et c'est pour ça que
c'est curieux que la psychothérapie focalisée sur le transfert qui n'est pas connue comme une thérapie qui insiste sur la relation a ce caractère où la relation a un rôle très, très important. Je résiste ma tentation de mentionner Lacan, mais peut-être plus tard on peut mentionner Lacan, mais ça, il est mon bête noire, puisque pour moi, c'est le modèle de la thérapie qui ne respecte pas, qui ne s'intéresse pas dans les affects, mais qui s'intéresse seulement dans l'idée, dans l'intellectuel. Et pour nous, on s'intéresse à l'idée, mais on est très dans l'affect. Donc ça, c'est une chose. Comment, en premier lieu, avoir une empathie avec ce manque d'objets internes aimants et comment travailler avec cela et comment essayer d'aider la personne à développer cela en lui. Mais une autre chose, je crois que je dis un moment, que il y a des moments où on n'a que l'ici et le maintenant et qu'il faut travailler avec cela puisque le reste est trop sensible. Je ne serais pas d'accord avec ça. Pour moi, le reste est moins intéressant, puisque si tu parles du développement, et on est très d'accord avec les idées de Target Fournier-Bévin sur marking and mirroring, c'est très important dans les développements, mais ça, c'est le passé. Nous nous intéressons dans ce qui est le résultat de cela. C'est moins important comment ça s'est mis en place. L'important pour nous, c'est quelle est la structure du psychisme de la personne, quel est le contenu, quel est ce monde interne. C'est moins important comment ça s'est développé. L'important, c'est qu'est-ce qui est dedans et comment ça va se dévoiler avec nous, s'externaliser avec nous. Donc, on est très différent de beaucoup de psychothérapie psychanalytique puisque le passé, c'est intéressant, mais c'est moins intéressant que le contenu actuel du monde interne. Et peut-être un autre commentaire. Quand tu as parlé du mirroring dans la thérapie, tout le monde sait peut-être qu'il y a eu des débats très importants et très intenses il y a des années entre Kernberg et Kohut. Et Kohut a pris la position que c'était le manque d'un regard idéalisant, je crois, sur le sujet qui était l'empêchement d'un développement plus intégré de la personne. Donc, dans le travail de Kohut, et je trouve des éléments de ceci dans la mentalisation, et je trouve cela aussi dans le travail, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Jeremy Safran, un autre New-Yorkais, mais il y a beaucoup qui parlaient des breaks in empathy, ruptures, les ruptures de l'empathie. Donc là, on est d'accord au début de la réflexion sur cela. Qu'est-ce qui est cette rupture d'empathie? Mais la différence, si j'ai compris, entre ce que vous pourriez faire et nous, c'est on ne prend pas responsabilité pour la rupture. On peut regarder notre rôle, on peut réfléchir sur la projection sur nous qui était la source de la rupture. Mais on ne va pas dire que moi, je suis responsable de la rupture, du mal qui a été vécu. Ce n'est pas moi, c'est votre projection. On ne le dit pas comme ça à la personne, mais c'est l'attitude. Et donc, on essaie d'explorer la projection, réfléchir sur la projection et éventuellement d'aider la personne à retrouver ça en lui. Et je ne sais pas si vous faites ça dans la mentalisation. Après ça, c'est un peu on va dire, des histoires de recettes un peu. Je ne sais pas si c'est ultra utile de rentrer là-dedans. Je crois que l'idée, ce n'est pas tellement de se rendre responsable de la rupture autant que de donner quittance au fait qu'on n'a pas remarqué qu'on était en train de le faire.
Et donc, du coup, ça donne en fait un espace d'échange autour de ce qui se passe entre nous et qu'on a une co-responsabilité à travailler ensemble sur comment ça marche entre nous. Donc, ce n'est pas que je suis responsable pour aller réparer une espèce de faille narcissique, autant que de dire « Ah, it's happening ». Et qu'est-ce que et du coup, comment est-ce que j'y contribue sans nécessairement, en découplant en fait la réaction affective qui vient en général et qui est prédite par le patient, qui est blaming ou éventuellement humiliation, plus précisément dans le trouble de la personnalité narcissique peut-être. Donc, mais bon, ça c'est un peu des détails, mais ouais. Ouais. Je ne sais pas, ce serait intéressant pour moi de savoir si dans votre groupe, il y a des liens dans votre manière de comprendre les choses avec l'école relationnelle. Puisque quand tu parlez de la co-construction, ça me fait penser à un modèle de psychothérapie qui est très, très courant ici, l'école relationnelle, où on dit que tout est co-construction. Et c'est là une différence avec la TFP, puisqu'on sait, on n'est pas naïf, on sait qu'une neutralité pure n'existe pas. Mais notre idée, c'est que si on peut contenir son contre-transfert, si on peut maintenir une neutralité relative, donc ce qui se déploie dans la séance n'est pas vraiment une co-construction, c'est vraiment le déploiement du monde interne de la personne. Et donc, j'hésiterais à dire que la discussion accepterait un peu... c'est subtil puisque je retourne à l'exemple de mon regard à la montre. Je regarde la montre, la personne se sent très abandonnée, très rejetée, etc. Pour moi, l'action d'un thérapeute, regarder la montre vers la fin de la séance, ça, c'est un élément de la réalité. En général, ce n'est pas une agression. Si c'est vécu comme une agression, ça, c'est plus que la responsabilité du patient qu'il a vécu cela comme ça. Je ne vais pas lui dire, mais ça, c'est votre responsabilité. Ce que j'ai fait, c'était normal et votre réaction, c'est pathologique. Non, pas du tout. Je vais, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est intéressant que jusque ce geste de ma part, j'avais l'impression que vous vous sentiez un peu à l'aise ici avec un rapport positif. Mais maintenant, je suis un monstre, je suis quelqu'un qui vous rejette, qui n'a aucun intérêt en vous, qui peut-être vous haït. Est-ce qu'on peut réfléchir ça ensemble? Mais je crois que c'est assez proche de ce que vous faites, non? Là où je vois la similarité, c'est vraiment, comment dire, le soin qui est apporté à essayer d'étayer la possibilité de réfléchir à un moment dans le presque ici et maintenant, avec éviter d'agir, nous on dirait aussi éviter de réagir affectivement, pour pouvoir créer cet espace du processus, le processus lui-même. Alors, est-ce que c'est de la co-construction, etc. Il y a on va dire, il y a des écoles en entier qui se chamaillent là-dessus, mais je vois plus de similarités, disons, que de différences à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous vouliez reprendre d'autres points ou on aura aussi un moment pour ouvrir aux questions de la salle. Parce que je crois qu'on pourrait continuer à discuter il y a plein ensemble, mais ce n'est pas le but. Non, non, c'est très intéressant d'autres idées que vous avez mises sur la table, mais je crois que ce serait intéressant de voir ce qui serait la contribution des autres personnes ici. OK, alors on ouvre aux questions à la salle et puis Stéphane Witt, donc, est le premier à avoir levé la main. Alors Stéphane, on t'écoute. Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, Franck, très, très éclairante, j'ai trouvé. Petite question, vous avez parlé qu'à un moment donné, dans le traitement de ces patients, il y a un moment donné où finalement,
ils vont moins bien avant d'aller mieux. Et vous avez relié ça avec le fait d'accéder à la position dépressive, de dépasser un peu ce clivage. Et je voulais vous entendre un peu sur le fait que avec les quelques patients que j'ai pu suivre qui avaient cette organisation, ce fonctionnement de personnalité narcissique, ce que j'ai observé, c'est parfois une modification de la présentation clinique en direction de quelque chose de beaucoup plus typique borderline, en fait. Où finalement, on reste dans un fonctionnement avec une prédominance schizoparanoïde, alors que le soi grandiose est en train, en effet, de collapser ou de plus maintenir, en fait, le semblant, enfin, la défense fonctionne moins, mais on n'est pas encore dans une position typiquement dépressive. Et je voulais peut-être vous entendre peut-être par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez... Ça, c'est en quoi le travail est tellement intéressant. Et c'est pour ça que tout en trouvant les présentations comme celle-ci très importantes et intéressantes, ce qui est le plus intéressant, c'est les discussions des cas. Peut-être qu'on peut un jour organiser une discussion autour d'un ou deux cas. Parce que ce que vous dites là sur la phase au milieu de la thérapie, c'est le moment, c'est plus qu'un moment, c'est la période dans laquelle il y a un mouvement vers l'intégration et une régression vers le clivage. Et c'est fascinant d'observer cela. Peut-être en entrée, où j'ai entré à citer un cas, il y a un cas où le monsieur était très agressif avec tout le monde dans sa vie, avec son thérapeute, et pendant une année, son thérapeute avait droit à des critiques, à des commentaires très agressifs et très vulgaires de temps en temps. Et après presque une année de travail, le monsieur est arrivé avec ce qui paraissait une prise de conscience qu'il faisait beaucoup de dommages dans sa vie avec ses comportements. Et il y avait en lui des désirs de dépendance qu'il ne pouvait pas vivre avant, qu'il ne pouvait pas reconnaître avant, puisqu'il croyait que s'il ressentissait ces désirs de dépendance, il n'y aurait que l'échec, le rejet et tout cela. Et donc, on avait une séance dans la discussion de supervision avec ce qui paraissait une intégration très belle. Mais la séance d'après, c'était presque comme le début de la thérapie. Et je ne sais pas si ça connecte avec ce que vous êtes en train de dire, mais tout l'intérêt, c'est d'aider la personne à entrer en contact avec ce qu'il y a en lui qu'il ne peut pas connaître puisque c'est trop effrayant, c'est trop angoissant pour lui. Puisque même si l'expérience nouvelle qu'il commence à se permettre est plus positive que tout le passé, tellement agressif et tellement distancié des autres, même si la nouvelle expérience, normalement, paraîtrait plus positive, pour lui, c'est la terre neuve, c'est le monde inconnu, c'est plus que la terre neuve, c'est la terre inconnue, c'est le terra incognita. Et donc, il faut aider la personne à accepter la peur et l'angoisse associées avec ce qui ne correspond pas avec tout son vécu. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous dites, mais est-ce que ça correspond ou est-ce que j'ai raté la question? Alors, ce que j'ai noté, c'était que c'était des patients qui commençaient avec très peu de désir pour l'autre, en fait. Ah, Et qu'au moment où le tableau clinique évoluait vers quelque chose de plus border, c'était le moment où tout d'un coup, ils s'essayaient à des relations sentimentales, pas qu'ils aient jamais eu de relation par le passé, mais où tout d'un coup,
il y avait un peu plus de désir, et puis avec ça, la peur aussi, peut-être, justement, de la crainte, du rejet. Je les sentais beaucoup plus dans le manque, alors qu'avant, ils étaient plus dans la quasiment une demande d'exigence, hein, ça m'est dû. Ah, ah. Oui, Pourquoi? ça c'est intéressant. Alors que Je crois là, que- j'ai l'impression, voilà, qu'en désirant, je désire parce qu'il y a quelque chose qui me manque, et ça, c'était très douloureux de ressentir ce manque-là. Et cette Mhm. dépendance à l'autre, finalement, qui peut faire ce qu'il veut, il peut me dire non, Mhm. et me laisser comme ça seul. Enfin, en tout cas, j'ai vu que ça allait avec une sorte d'investissement, d'un début d'investissement relationnel plus authentique, mais en même temps une grosse douleur et difficulté à rentrer dans ces relations. Oui, je n'avais pas tout à fait compris au début, mais c'est très important ce que vous dites, puisque s'il y a manque de désir, le thérapeute doit évaluer la situation d'une manière très fine, puisqu'il y a certaines patients qui ont une personnalité antisociale. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Même si une personne narcissique est narcissique au niveau le plus bas, ce qu'on appelle le narcissique malin, malignant narcissist, dans ces narcissiques de niveau très bas, il y a un conflit entre l'exploitation de l'autre, la peur de l'autre, l'agression envers l'autre. Il y a un conflit entre tout cela et un désir d'un bon contact, d'une bonne relation. Mais chez certaines personnes, il n'y a aucun désir de bon contact. Il n'y a pas de conflit, il y a seulement l'objectif d'exploiter l'autre. Et ça, il faut faire son mieux de comprendre ça dans l'évaluation, puisque s'il n'y a pas de conflit, je crois que, est-ce que c'était Martin qui a dit que peut-être la prise de contact initial est autour de l'agressivité. Ça, c'est au moins un désir de contact. Ça peut être un contact sadique, mais c'est un contact où l'autre compte pour quelque chose, où la relation est appréciée pour quelque chose. Mais s'il n'y a pas ce conflit entre l'exploitation de l'autre et le désir d'un contact mutuel à un certain niveau, il n'y a pas de possibilité, dans mon opinion, de faire un travail psychodynamique, puisque le travail psychodynamique, c'est pour résoudre des conflits. S'il n'existe pas de conflit, il n'y a pas la possibilité de résolution de cela. Il y a quelque chose qui s'est quand même conflictualisé, parce qu'au départ, là, je pense à un patient qui me décrivait sa relation idéale, c'était le couple de House of Cards, qui finalement sont ensemble parce qu'ils s'aident à monter au sommet. Et c'était ça qu'il cherchait. Et puis quand tout d'un coup, il a commencé à avoir eu du désir, du sentiment, il était perdu de Oui. savoir qu'est-ce qui m'arrive finalement. Et c'est là où, dans la relation au partenaire, c'est devenu quelque chose d'assez tendu et un peu dans le type de relation qu'on verrait chez un patient plus typiquement borderline. Et j'imagine qu'il est devenu un peu plus paranoïaque pendant cette période. Oui. Et ça, je n'ai pas mentionné, je vais passer à la question de Miguel. Mais si on fait ce travail, ce qu'on souhaite faire, qui est un changement dans la structure psychique de la personne, après tout ce travail très difficile, qui prend beaucoup de temps, peut-être ou parfois, il existe après cela la nécessité d'aider la personne à, si on peut dire, réfléchir, c'est-à-dire réfléchir une deuxième fois sur les choix d'objets que la personne a fait jusqu'ici dans sa vie. Puisque si le choix d'objets était basé sur une structure différente, telle que vous décrivez là, une structure auto-exploitation, d'exploitation mutuelle, peut-être maintenant, si votre patiente a passé une appréciation plus mature de ce que peut être l'intimité, peut-être maintenant, le travail en thérapie, c'est de l'aider à questionner, de réfléchir sur son ménage et de voir si
si ça fait du sens de continuer ou si maintenant, ça c'est le focus du travail, qui serait un focus plus avancé du travail, puisque là au moins vous travaillez avec une personne qui a un psychisme intégré plutôt que clivé. Mais Miguel, vous avez une question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, très bien. Merci beaucoup, professeur Yomas, pour votre présentation très, très claire et vraiment très intéressante. Alors, ma question, c'était en lien avec votre affirmation où, comme j'ai compris, et vous me corrigez si ce n'est pas correct, que la grandiosité servait à cacher le néant en terre. Et j'ai l'impression de parfois ressentir et de voir le contraire chez les patients, c'est-à-dire que le néant ou le vide intérieur est plutôt la conséquence de la lutte désespérée d'être aimé par biais d'une représentation de soi qui est très grandiose, la seule représentation qui imagine pouvoir être méritée dans l'amour de l'autre. Et que cette lutte désespérée le détache de ses besoins et qu'éventuellement, ce détachement provoque un sentiment de vide. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire? Oui, je crois que ça, c'est un syndrome qui existe et je crois que c'est très important et c'est très grave. Je crois que c'est une variante de pathologie un peu différente de ce que j'ai décrit, mais qui existe et qu'il faut connaître. Je me pose, avec les limites du temps qu'on a ici, j'étais obligé de me focaliser sur une tranche assez étroite de la pathologie narcissique, telle qu'on voit cela chez pas mal de patients. Mais je me pose la question, et je vous pose la question, si ce que vous décrivez correspond un peu à la conception d'André Green du syndrome de la mère morte, puisqu'il y a la recherche de l'amour, l'impossibilité de trouver cela et un désespoir qui en est le résultat. Et je crois que ça existe, c'est un peu différent, peut-être l'approche psychothérapeutique serait un peu différente, mais ça existe, je peux affirmer cela dans mon expérience. Merci. Oui, je vous en prie. On a une question dans la salle aussi, Monsieur Huguelet. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonsoir, donc merci beaucoup pour cette conférence qui était hyper claire et vraiment brillante. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps peut-être sur la partie thérapeutique, du coup ça donne envie de lire le livre. Euh, Moi j'avais une question qui se réfère à un moment où vous avez décrit la situation du patient qui commence sa thérapie puis qui essaye de nous raconter des choses passionnantes. Moi je dirais un petit peu en miroir, ça m'est arrivé assez souvent avec ce type de patient d'avoir de sentir ce besoin, cette exigence qu'ils vont avoir immédiatement de ce qu'on se montre très, très brillant avec plein de choses qu'on va dire qui vont les passionner, leur révéler des choses très vite. Et en début de thérapie, ça me semble pas interprétable parce qu'on n'a pas vraiment de relation avec ces patients encore. Et puis, ça aboutit, enfin, dans mon cas, je pense à une patiente que Nader Perrou m'avait envoyée, qui fonctionnait un peu HP, à haut potentiel, comme on dit maintenant, très vive, très rapide. Et puis, chaque fois que je lui disais quelque chose, moi je travaille plutôt en thérapie comportementale cognitive, elle me disait oui, mais ça, je sais déjà, je sais déjà. Et puis, immanquablement, au bout de 3-4 rendez-vous, elle n'est plus venue parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être, qui lui convenait mieux. Oui, il me paraît qu'il y a deux choses que vous décrivez. En premier, le patient qui doit un peu se vanter, si ça se dit, devant nous. J'ai essayé de vous donner un exemple de cela. Et dans cet exemple, il y a, je ne sais pas si c'était visible ou pas, il y a un genre de critique d'un travail psychanalytique pur, puisque ma critique de la psychanalyse pure, c'est la dévotion à l'idée de l'association libre, sans comprendre qu'un patient peut se servir de l'association libre comme défense contre du matériel qui est dissocié.
je n'ai pas insisté sur le concept, mais dans les personnes limites, les défenses principales sont des défenses basées sur la dissociation et non pas sur la répression. Bon, donc, je voulais dire que dans notre système de psychothérapie focalisée sur le transfert, plus que l'écoute de la parole de la personne, c'est l'observation de la relation que la personne crée avec nous. Donc, le contenu de son discours, c'était peu important. L'essentiel, c'était qu'il avait le besoin de m'impressionner et d'explorer cela, d'amener son attention de ça, d'appeler son attention à cela et de comprendre qu'est-ce qui était la motivation pour cela. Donc, ça paraît peut-être un peu différent d'un travail analytique pur, puisque la parole est moins importante que l'interaction. Mais l'autre sujet que vous avez mentionné, la personne qui dit, ça, je n'avais pas le temps d'y entrer, mais il y a ce type de transfert avec les patients narcissiques. La réponse à nous, c'est une évaluation constante de notre participation. Ah, ça, c'était une bonne idée. Ça, c'était mieux que ce que vous avez dit l'autre fois. Oh, mais c'est souvent ce que monsieur vient de dire. Mais vous me dites des choses que je connais déjà. C'est pas la peine. Pourquoi je viendrai ici, puisque tout ce que vous dites, je le connais déjà. Là, on entrerait, si la personne continuait à nous voir, parce que ce n'était pas le cas avec vous, on dirait, mais c'est intéressant. Il paraît que vous connaissez plein de choses sans vous en servir. Donc, la connaissance ne suffit pas. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre cette situation où vous avez acquis des compréhensions, mais rien ne va bien? Mais il y a deux possibilités. Peut-être le système ne vaut rien, ou peut-être dans votre esprit, sans en être clairement consciente, peut-être c'est plus important de vous montrer supérieur à l'autre que de vous servir de ce qui est là. Donc, si votre objectif central dans la vie, c'est de manifester une supériorité, donc la personne, l'autre ne peut rien vous donner puisque votre réaction va être ce qu'on voit ici, c'est dire que ce n'est pas important, ou si c'est important, c'est mon avis, ce n'est pas la vôtre, etc. Donc là aussi, j'essaierai d'insister sur l'interaction. Autre chose, il y a un chercheur finlandais qui a étudié un groupe de patients narcissiques avec des thérapeutes, et ce qu'il a trouvé, c'était que la plupart des patients avaient un comportement tel que vous décrivez là, ou de rejeter ce qu'on dit, ou de dire, mais je le savais déjà, vous n'avez rien à offrir. Et dans ces thérapies, sans s'en rendre compte, les thérapeutes commençaient à intervenir plus, à dire plus de choses, et surtout de dire des idées cognitives, même les psychanalystes. Et l'idée, c'était que le patient avait suscité chez le thérapeute un tel sentiment de manque de valeur que la réaction contre-transférentielle, c'était « je dois faire preuve de mon valeur, je vais parler plus, je vais lui donner des idées à mon patient, je vais faire preuve de ma valeur ». Et c'est tout un système qui va de nulle part. Absolument. Oui. Autre commentaire? J'ose rebondir, vu que Oui, sur la situation qui vient d'être présentée, parce que si cette patiente, en l'occurrence, donc n'est pas revenue et a dit « moi je sais et je comprends, moi je sais tout », elle ne revient pas. Imaginons que quelques mois plus tard, elle revient, se rendant compte peut-être qu'elle a quand même besoin de ce thérapeute. Comment vous feriez? Enfin, comment tu ferais, Franck, par rapport à ça? Quelle serait la stratégie avec une patiente narcissique comme Philippe vient de la décrire, qui reviendrait après quelques mois en demandant d'être suivie à nouveau? Ouais.
En premier, je serais très content de cela, puisque j'aurais l'idée que tout en rejetant tous mes efforts, il y avait quelque chose dans la personne qui ressentait la possibilité d'avancer et d'accepter des soins. Donc, si la personne m'appelle, veut organiser un rendez-vous de thérapie, une séance de thérapie, je crois que je lui dirais ouvertement, je suis impressionné par son effort. J'imagine que c'est difficile de prendre ce pas, de entrer en contact encore une fois, et que ça représente quelque chose de très important que je trouve optimiste, que c'est tout un défi, la thérapie, puisque, et peut-être j'ajouterais, puisque nous, on fait plus de psychoéducation qu'on ne faisait avant. Peut-être je lui dirais, la première fois, je comprends que vous avez abandonné nos efforts ou mes efforts, vous avez quitté ce qu'on essayait de faire ensemble, puisque en fait, ce genre de travail, si ça avance de la manière qu'on souhaite, ce genre de travail vous rend mal à l'aise. Tout l'objectif, tout le système de ce travail, c'est de vous mettre en contact avec des parties de vous-même dont vous n'êtes pas consciente. Et votre manque de conscience avec ces parties de vous-même, ce n'est pas par hasard, vous n'avez pas appris cela ou compris cela. C'est que la conscience, la prise de contact avec ces parties est très, vous rend mal à l'aise. C'est très pénible, c'est très difficile, c'est menaçant parfois. Donc, je crois que je dirais quelque chose comme ça à la personne pour encourager le courage que la personne a prise de reprendre le contact. Est-ce que ça correspond à vos idées, à tes idées? Oui, ouais, merci beaucoup. C'était juste pour avoir une impression. D'accord. Mais c'est parfait, merci. OK. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Commentaire, réflexion. Karen. Oui, Karen. Mais pour moi, c'est plus comme un commentaire. Je ne vois pas des différences, les conflits importants. Je pense bien sûr, on voit parfois, nous avons une différente lens sur les pathologies, mais comme quand tu dis, quand tu regardes l'horloge dans ton bureau, on va tout de suite penser qu'il y a une équivalence psychique, ou il y a un mode prémentalisant qui est activé. Mais bien sûr, les patients que tu interviens avec tellement l'élégance et les nuances, je pense, ça me fait penser à nous bons thérapeutes que nous avons dans l'équipe, aussi Bateman, comme avec une capacité, une élégance de danse avec les patientes et faire cette danse de Daniel Stern. Mais ça, c'est des grands thérapeutes comme vous autres qui sont capables de faire ça. Et je pense qu'on peut apprendre des deux modèles, de comment intervenir avec ce groupe de patients qui nous présentent avec des grands défis. Oui. C'est important que tu participes, Karine, puisque je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Karine est le pont entre nos deux groupes et elle joue un rôle très important et nous apprenons beaucoup de choses d'elle. Mais il y avait un commentaire que je voulais faire. Je perds cela en ce moment, mais oh oui, quand on parle de la mentalisation, quand tu parles de l'équivalence psychique,
parfois, c'est des termes dont on se sert. Et il s'agit, dans une certaine mesure, à la formation professionnelle qu'on avait fait avant. Par exemple, le membre de notre groupe, Diana Diamond, que tu connais très bien, Karine, elle a étudié la théorie de l'attachement avant de venir faire partie de notre groupe dans le système de la théorie des relations d'objets. C'était un peu frustrant pour moi puisque je sais que dans le passé, quand on a présenté et quand nous avons présenté ensemble, elle a eu dans son PowerPoint, elle avait une diapositive dont le titre était le manque de mentalisation chez le patient narcissique. Et je ne pouvais pas le trouver. Je voulais vraiment mettre cette diapositive dans ce discours. Mais l'idée, c'est que la personne narcissique est tellement fixée, tellement coincée dans sa représentation grandiose de soi-même qu'il ne peut pas mentaliser d'autres états. Il vit d'autres états, mais sans pouvoir les mentaliser. Et il ne peut pas, je ne sais pas si ça se traduit, mais il ne peut pas se décentrer. Il ne peut pas prendre une distance d'observation de cet état grandiose. Et s'il est tellement, si son expérience, si sa mentalité coïncide 100% avec la représentation grandiose, il n'y a pas de mentalisation d'autres états. Et notre tâche, c'est d'essayer d'aider la personne à mentaliser ce qu'il y a à part ça, autre que ça. Donc, je crois que les deux modèles se recoupent dans ce sens-là. Voilà une magnifique façon de terminer la soirée. Franck, encore un grand merci de notre part, du réseau et de cette très grande générosité, tout en élégance, à la fois dans la manière de présenter, mais aussi dans la manière de répondre aux questions. Donc, un très, très grand merci. Ouais, je vous remercie, c'était un grand plaisir pour moi et j'espère qu'on va continuer des contacts. Voilà, alors je vous salue et on vous donne rendez-vous si pas avant l'année prochaine à peu près à la même date pour une autre conférence. Et pendant ce temps-là, nous avons effectivement enregistré cette conférence et si Franck nous le permet, on pourra aussi afficher le diaporama et vous pourrez sur notre site mentalisation.org réécouter l'intervention dans son intégralité. Alors, encore une fois, un grand merci à tout le monde et en vous souhaitant une excellente soirée, une bonne fin d'année. Okay. Bye bye. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Je reste pour te regarder, Martin. Et moi, tu me regardes pas. Non, je regarde que Martin. Ok. C'est toujours comme ça. C'est lui qui a induit ça chez moi, il est narcissique. On va voir qui gagne. Le Qui le regarde qui tandem à la fin. narcissique. Ah non, c'est le Regarde qui à la narcissique qui fin. gagne forcément. Les doubles diagnosis. Bon, après ça, c'était excellent. Hein. Génial. Tu veux continuer à enregistrer notre super discussion? Non, je pense que tu peux arrêter.